Lloyd, que la presse de Phoenix appelait le tueur au visage d'enfant, avançait dans un couloir du quartier de haute sécurité de la prison municipale de Phoenix, encadré par 2 gardiens. L'un avait la goutte au nez, et les 2 hommes n'avaient pas l'air particulièrement aimables. Les autres pensionnaires du quartier accueillaient Lloyd comme un héros. Pour eux, il était devenu une célébrité. Hé Lloyd, vas-y mon vieux, dis au juge que s'il me laisse sortir, je t'empêcherai d'aller le tabasser. Allez, lâche pas Lloyd, rentre-leur dans le tas. Quels enfoirés, marmonna le gardien qui avait la goutte au nez, puis il éternua. Lloyd était aux anges, ébloui par sa nouvelle célébrité, sûr qu'on n'était pas à Brownsville ici. Même la bouffe était meilleure. Quand tu cartonnes, on te respecte, tu deviens une star. Au bout du couloir, ils franchirent une double grille électrique. On le fouilla de nouveau. Le gardien enrhumé soufflait comme s'il venait de grimper 4 à 4 un escalier. Puis on le fit passer sous le portique d'un détecteur de métal, sans doute pour voir s'il ne s'était pas foutu quelque chose dans le cul, comme ce type papillon dans le film. Ok, dit l'enrhumé. Un autre gardien, derrière une vitre à l'épreuve des balles, leur fit signe de passer. Ils prirent un autre couloir, peint en verre-bouteille. C'était très tranquille par ici. On n'entendait que les pas des gardiens. Lloyd avait dû enfiler des pantoufles de papier, et la respiration asthmatique du maton qui se trouvait à droite de Lloyd. À l'extrémité du couloir, un autre gardien attendait devant une porte fermée. La porte était percée d'un petit Judas grillagé. « Pourquoi est-ce que ça sent toujours la pisse en tôle ?» demanda Lloyd, histoire de faire un brin de conversation. « Même là où il y a personne, ça pue la pisse. Ce serait pas vous, des fois? Vous allez pas faire pipi dans les coins ?» L'idée lui parut très comique, et il poussa un petit gloussement. « Ta gueule !» répondit l'enrhumé. « Oh, t'as pas l'air d'être en forme, toi !» dit Lloyd. « Tu devrais rentrer et te pieuter. »« Oh, ferme-la !» dit l'autre gardien. Lloyd la ferma. Voilà ce qui arrive quand on essaye de parler à ces mecs. Décidément, les gardiens de prison n'ont vraiment pas de classe. « Salut, tas de merde !» dit le gardien qui se trouvait devant la porte. « Comment ça va, enculé ?» fit Lloyd dans la foulée. Rien de tel qu'un petit échange amical pour se mettre en forme. 2 jours au trou, et il sentait déjà qu'il était en train de replonger dans le brouillard. « Ça va te coûter une dent, dit le gardien. Exactement une, si tu sais compter, une seule. Eh, tu peux pas, commença Lloyd. Mais si, je peux, le coupa le gardien. Il y a des types par ici qui tueraient leur vieille maman pour 2 cartouches de cigarettes, hein, tas de merde. Alors, qu'est-ce que tu dirais de 2 dents? Lloyd restait silencieux. Alors c'est d'accord, reprit le gardien, une seule dent. Vous pouvez y aller, fit-il, en s'adressant à ses 2 collègues. Avec un petit sourire, l'enrhumé ouvrit la porte, et l'autre gardien fit entrer Lloyd dans une pièce où son avocat, commis d'office naturellement, était assis derrière une table de métal plongée dans ses papiers. « On vous amène votre bonhomme, dit le gardien. L'avocat leva les yeux. Il n'a même pas encore de poil au menton, pensa Lloyd. Et puis après, il ne pouvait quand même pas faire le difficile. De toute façon, ils allaient lui coller à peu près 20 ans. Quand tu te fais piquer, tu fermes les yeux, tu serres les dents et tu attends que ça se passe. « Merci beaucoup, fit l'avocat. Ce type-là, dit Lloyd en montrant le gardien, il m'a dit que j'étais un tas de merde. Et quand je lui ai répondu, il m'a prévenu qu'on allait me casser les dents. C'est pas de la brutalité policière, ça ?» L'avocat se passa la main sur le visage. « C'est vrai ?» demanda l'avocat au gardien. Le gardien leva les yeux au ciel, l'air de dire « Mais quand même, qu'est-ce qu'il faut pas entendre ?» « Ces types-là devraient écrire des scénarios pour la télé, » répondit le gardien. « Je lui ai dit bonjour, il m'a dit bonjour, c'est tout. »« Putain de menteur !» fit Lloyd. « Je garde mes opinions pour moi, » reprit le gardien, en lançant à Lloyd un regard peu amène. « Je n'en doute pas, » rétorqua l'avocat. « Mais à tout hasard, je vais compter les dents de M. Enride avant de m'en aller. » Un nuage passa sur le visage du gardien, qui échangea un regard avec ses 2 collègues. Lloyd souriait. Après tout, le petit avocat n'était peut-être pas si mal. Les 2 dernières fois, on lui avait donné 2 vieux cons pour le défendre. Il y en avait même un qui s'était pointé au tribunal avec son petit sac à merde parce qu'il avait un anus artificiel. Avec son sac à merde, non mais faut le faire. Les vieux cons se foutent de vous comme de l'an 40. Un petit coup de baratin, et puis on met les bouts. On se débarrasse du client pour aller se raconter des histoires cochonnes avec le juge. Peut-être que le petit avocat arriverait à lui faire donner 10 ans pour vol à main armée. Après tout, il n'avait fait qu'un seul carton sur la femme du type à la Continentale blanche, et avec un peu de chance, il pourrait peut-être coller ça sur le dos du vieux Poke. Poke s'en foutait,
Il bouffait les pissenlits par la racine maintenant. Le sourire de Lloyd s'élargit encore un peu plus. Il faut voir le bon côté des choses. La vie est trop courte pour s'emmerder. Il se rendit compte que les gardiens étaient sortis et que son avocat, il s'appelait Andy Devins, Lloyd s'en souvenait, le regardait d'une manière bizarre. Comme on regarde un serpent à sonnette aux reins cassés, incapable de bouger, mais parfaitement capable de mordre. « Vous êtes dans la merde jusqu'au cou, Sylvester » s'exclama soudain Devins. Lloyd fit un bond. « Quoi ? Comment ça, je suis dans la merde ? Et pendant que j'y pense, vous avez bien fermé le clapet à ce gros con. Il était vraiment en pétard. »« Écoutez-moi, Sylvester, » reprit l'avocat. « Écoutez-moi bien. »« Mais je ne m'appelle pas, » commença Lloyd. « Vous n'avez pas la moindre idée du pétrin où vous vous êtes fourré, Sylvester, » le coupa l'avocat. Devins le regardait droit dans les yeux. Sa voix était douce et intense. Ses cheveux blonds, très courts et clairsemés, étaient coupés en brosse. On voyait briller son crâne rose à travers. Il portait une alliance à la main gauche et une bague à la main droite. Il les cogna l'une contre l'autre, clic, un bruit qui mit Lloyd mal à l'aise. « Votre procès va avoir lieu dans 9 jours, Sylvester, à cause d'une décision prise par la Cour suprême il y a 4 ans. »« Mais qu'est-ce que c'est que ces embrouilles ?» fit Lloyd. Il était de plus en plus mal à l'aise. « Oui, l'affaire Markham contre Caroline du Sud, » reprit l'avocat. « Il s'agissait des conditions dans lesquelles les différents États peuvent administrer rapidement la justice quand le prévenu est passible de la peine de mort. »« Peine de mort ?» fit Lloyd. « Vous voulez dire la chaise électrique ? Mais j'ai tué personne, je le jure. »« Aux yeux de la loi, ça n'a pas d'importance, » dit l'avocat. « Si vous étiez là-bas, vous êtes coupable. »« Mais qu'est-ce que vous voulez dire par « ça n'a pas d'importance » ? Ça n'a pas d'importance, mon cul, j'ai pas bousillé ces gens-là, c'est Poc, il était fou. »« Voulez-vous bien vous taire, Sylvester » demanda l'avocat. Lloyd se tut. Dans sa terreur, il avait oublié les acclamations qui l'avaient salué dans le quartier de sécurité maximum, et même la possibilité désagréable de perdre une dent tout à l'heure. Soudain, il vit un dessin animé, l'éternelle bagarre entre le petit oiseau espiègle et Sylvester le chat. Si ce n'est que cette fois, le petit oiseau ne cognait pas sur la tête de ce con de chat à coups de marteau, ou ne lui mettait pas une souricière devant la patte. Ce que Lloyd voyait, c'était Sylvester, le chat, ficelé sur la chaise électrique, et l'oiseau perché sur un tabouret, à côté d'un gros interrupteur. Il voyait même une casquette de gardien sur la petite tête jaune de l'oiseau. Pas très drôle, ce film. Peut-être Devins vit-il quelque chose sur son visage, car pour la première fois, il parut modérément satisfait. Il posa ses mains sur le dossier qu'il avait sorti de sa serviette de cuir. « 3 témoins vont dire que vous et Andrew Freeman étiez ensemble, dit-il. C'est plus que suffisant pour qu'on vous fasse frire la cervelle. Est-ce que vous me comprenez ? » « Eh bien, commença Lloyd. « Bien, fit l'avocat. Maintenant, revenons à l'affaire Markham contre Caroline du Sud. Je vais vous expliquer, en mots d'une seule syllabe, comment cette décision intéresse votre cas. Mais d'abord, je dois vous rappeler quelque chose que vous avez certainement appris quand vous traîniez sur les bancs de l'école. La Constitution des États-Unis interdit tout châtiment cruel et inhabituel. »« Ouais, comme cette saloperie de chaise électrique » s'exclama Lloyd, tout à fait convaincu. « Eh bien, c'est là que la loi n'est pas claire, » reprit l'avocat. « Jusqu'à il y a 4 ans, les tribunaux cafouillaient. Est-ce que la chaise électrique et la chambre à gaz sont des châtiments cruels et inhabituels ? La attente entre la condamnation et l'exécution est-elle un châtiment cruel et inhabituel ? Les pourvois en appel, les retards, les soucis, les mois et les années que certains prisonniers passent dans le quartier des condamnés à mort. Edgar Smith, Caryl Chessman, Ted Bundy, vous vous souvenez ? La Cour suprême a permis que les exécutions reprennent vers la fin des années 70, mais la question n'était toujours pas réglée. Bon, dans Markham contre Caroline du Sud, le tribunal a condamné un homme à la chaise électrique pour avoir violé et assassiné 3 étudiantes. Ce type, John Markham, tenait un journal, et on a pu prouver la préméditation. Le jury l'a condamné à mort. « Pas de peau pour lui, » murmura Lloyd. Devins n'aimait pas trop qu'on l'interrompe. Il sourit pourtant à Lloyd. « L'affaire a été portée devant la Cour suprême, » reprit l'avocat, qui a confirmé que la peine capitale n'était ni cruelle ni inhabituelle dans certaines circonstances. Elle a décidé cependant que moins on traînait, mieux c'était, d'un point de vue juridique. Est-ce que vous commencez à comprendre, Sylvester ? Voyez-vous où je veux en venir ? Lloyd ne voyait rien du tout. Est-ce que vous savez pourquoi vous allez être jugé en Arizona plutôt qu'au Nouveau-Mexique ou au Nevada ? Lloyd secoua la tête.
Parce que l'Arizona est un des 4 États qui ont adopté une procédure expéditive quand le prévenu est passible de la peine de mort. Mais je comprends rien du tout, dit Lloyd. Le procès commence dans 4 jours, reprit Devins. Le procureur a un dossier tellement solide contre vous qu'il peut se permettre d'accepter les 12 premiers jurés qu'on lui présentera. Moi, j'essaierai de traîner aussi longtemps que possible, mais le jury sera constitué dès la première journée. Le procureur plaidera le 2e jour. Moi, je vais essayer de faire traîner les choses pendant 3 jours, jusqu'à ce que le juge me dise de la boucler. Mais 3 jours, c'est un maximum. Nous aurons de la chance si nous y arrivons. Le jury va se retirer pour délibérer, et il va revenir 3 minutes plus tard pour vous déclarer coupable, à moins d'un miracle. Dans 9 jours, vous serez condamné à mort, et 1 semaine plus tard, vous ne serez qu'un petit tas de viande. Les gens de l'Arizona seront ravis, et la Cour suprême aussi. Parce que plus ça va vite, plus les gens sont contents. J'arriverai peut-être à faire traîner les choses, mais pas plus de quelques jours. Mais nom de Dieu, c'est pas juste, dit Lloyd. La vie est dure, Lloyd, dit l'avocat, surtout pour les chiens enragés, puisque c'est comme ça qu'on vous appelle dans les journaux et à la télévision. On parle de vous, vous savez, et pas qu'un peu. Vous avez même réussi à faire mettre en 2e page l'épidémie de grippe sur la côte Est. Je n'ai jamais pokérisé personne, dit Lloyd d'un air grognon. C'est Pock qui a tout fait. C'est même lui qui a inventé le mot. Ça n'a pas d'importance, dit l'avocat. C'est ce que j'essaye de faire rentrer dans votre caboche, Sylvester. Le juge laissera au gouverneur la possibilité d'accorder un sursis d'exécution, mais un seul. Et je vais faire appel. Avec cette procédure expéditive dont je vous parlais, le tribunal d'appel doit recevoir mon dossier dans les 7 jours, sinon vous êtes cuit. Si le tribunal décide de ne pas recevoir l'appel, j'ai encore 7 jours pour m'adresser à la Cour suprême. Dans votre cas, je déposerai mon mémoire aussi tard que possible. Le tribunal d'appel acceptera probablement de nous entendre. Le système est encore tout nouveau, et ils ne veulent pas attirer trop de critiques. Je suppose que même Jack l'Éventreur pourrait faire appel dans ces circonstances. Et ça prendra combien de temps demanda Lloyd. Oh, ils ne vont pas traîner, répondit Devins, avec un sourire légèrement sardonique. Vous voyez, ce tribunal spécial est composé de 5 juges en retraite. Ils n'ont rien à faire de toute la journée, sauf aller à la pêche, jouer au poker, boire du bourbon et attendre qu'un pauvre type comme vous se présente devant leur tribunal. Un tribunal qui est en fait un réseau télématique qui relie l'Assemblée législative, le cabinet du gouverneur et les bureaux des différents juges. Ils ont des ordinateurs dans leur voiture, dans leur maison de campagne, dans leur bateau, partout. Leur moyenne d'âge est de 72 ans. Lloyd fit la grimace. Ce qui veut dire que certains ont gardé la mentalité du Far West. Un procès rapide, un bout de corde, et on n'en parle plus. C'était encore comme ça vers 1950. Mais nom de Dieu, fit Lloyd, pourquoi est-ce que vous devez me raconter tout ça? Parce que vous devez savoir ce qui vous attend, dit l'avocat. Ils veulent être bien sûrs que vous ne subirez pas un châtiment cruel et inhabituel. Vous devriez les remercier. Les remercier? Fit Lloyd. Je préférerais les pokériser? Demanda Devins d'une voix tranquille. Oh non, pas du tout, répondit Lloyd d'un ton fort peu convaincant. Notre demande d'un nouveau procès sera rejetée, reprit l'avocat. Si nous avons de la chance, le tribunal m'invitera à présenter des témoins. Si c'est le cas, je rappellerai tous les témoins du premier procès, et puis tous ceux qui pourront bien me passer par la tête. Au besoin, tous vos camarades de lycée, comme témoins de moralité, si j'arrive à les trouver. C'est que j'ai pas été plus loin que la 7e, dit Lloyd. Donc, étape suivante, dit l'avocat, la Cour suprême. En principe, il devrait m'envoyer paître dans la journée. Devins s'arrêta et s'alluma une cigarette. Et ensuite demanda Lloyd. Ensuite, fit Devins, légèrement surpris et agacé par la lenteur de la mécanique cérébrale de Lloyd. Eh bien, le quartier des condamnés à mort. Et il ne vous restera plus qu'à profiter de la nourriture en attendant qu'on vous fasse jouer aux électriciens, et ça ne traînera pas. Ils vont quand même pas faire ça, dit Lloyd. Vous voulez me faire peur, hein? Lloyd, fit l'avocat, les 4 États dont je vous parlais tout à l'heure ne se gênent pas, croyez-moi. Jusqu'à présent, 40 personnes ont été exécutées avec ce nouveau système. C'est un peu plus cher pour les contribuables à cause du tribunal supplémentaire, mais pas tellement en fin de compte. Et puis, les contribuables s'en foutent de payer l'addition lorsqu'il s'agit de la peine capitale. Ils aiment ça. Lloyd semblait sur le point de vomir. De toute façon, reprit l'avocat, le procureur utilise ce système uniquement si l'accusé semble totalement coupable.
Pas suffisant que le chien ait des plumes de poulet sur le museau, il faut le prendre dans le poulailler. Et c'est exactement là qu'ils vous ont pris. Lloyd, qui avait tant apprécié les acclamations des bons garçons du quartier de sécurité maximum, commençait à comprendre qu'il n'en avait plus que pour 2 ou 3 semaines avant le grand trou noir. « Auriez-vous peur, Sylvester » demanda Devins d'une voix presque compatissante. Lloyd dut se passer la langue sur les lèvres pour lui répondre. « Foudre Jésus, bien sûr que j'ai la trouille. D'après ce que vous dites, je suis cuit. »« Oh, je ne veux pas qu'on vous cuise, » dit l'avocat. « Je veux simplement vous faire peur. Si vous entrez au tribunal en faisant le mariole, vous irez tout droit sur la petite chaise. Et vous serez le 41e avec le nouveau système. Mais si vous m'écoutez, on pourra peut-être s'en tirer. Je ne dis pas qu'on va s'en tirer, je dis peut-être. »« Et comment » demanda Lloyd. « Tout dépendra du jury, » dit l'avocat. 12 connards. J'aimerais 12 braves dames de 42 ans qui connaissent par cœur le petit chaperon rouge et qui font des petits enterrements dans leur jardin quand leur perruche crève. Voilà ce que je voudrais. Il faut dire qu'on explique de long en large le nouveau système aux jurés. S'il condamne à mort, l'exécution n'aura pas lieu dans 6 mois ou 6 ans, quand tout le monde aura oublié. Le type qu'il condamne en juin aura avalé son extrait de naissance avant les vacances du mois d'août. « Je vous trouve pas rigolo, » dit Lloyd. Devins fit comme s'il n'avait pas entendu. Dans certains cas, les jurés qui avaient bien compris la situation ont préféré dire que l'accusé n'était pas coupable. C'est un des problèmes avec le système Markham. Et ils ont laissé filer des assassins de première classe uniquement pour ne pas avoir du sang sur les mains. On a exécuté 40 personnes depuis Markham, mais la peine de mort avait été requise dans 70 cas. Sur les 30 qui s'en sont tirés, 26 ont été déclarés non coupables par les jurés. Et dans 4 cas, le tribunal d'appel a infirmé le jugement de première instance, une fois en Caroline du Sud, 2 fois en Floride et une fois en Alabama. « Jamais en Arizona » demanda Lloyd. « Non, jamais, » dit l'avocat. « Je vous l'ai déjà dit, c'est le Far West. Ces 5 vieux cons veulent votre peau, et si le jury ne vous acquitte pas, c'est fini. Et là-dessus, je suis prêt à parier à 90 contre 1. »« Et en Arizona » demanda Lloyd. « Combien de fois le jury a trouvé que le type n'était pas coupable ?»« 2 fois sur 14, » répondit l'avocat. « Oh, c'est pas terrible, » fit Lloyd. « Et j'ajouterais qu'un de ceux-là a été défendu par votre serviteur. Plus coupable que lui, pas possible de trouver, Lloyd, exactement comme vous. Le juge Petchert a engueulé les 10 bonnes femmes et les 2 bons hommes du jury pendant 20 bonnes minutes. J'ai cru qu'il allait faire une attaque d'apoplexie. »« Et si on dit que je ne suis pas coupable, » dit Lloyd, « on peut plus me faire de procès, c'est ça ?»« Oui, c'est tout à fait ça, » répondit l'avocat. « Alors, c'est qui tout double, » fit Lloyd. « Oui. »« Merde alors, » dit Lloyd, en se passant la main sur le front. « Donc, si vous comprenez la situation et ce qu'il faut faire, on peut commencer à discuter sérieusement. »« Je comprends, » dit Lloyd, « mais j'aime pas trop ça. »« Il faudrait vraiment être complètement idiot pour aimer ça, » dit Devins, en appuyant le menton sur ses 2 mains. « Vous m'avez dit, et vous avez dit à la police que vous... » Il chercha dans ses papiers. « Ah voilà, je n'ai jamais tué personne, c'est Pock qui a tué tout le monde. C'est lui qui a eu cette idée-là, pas moi. Pock était complètement dingue, je suis bien content qu'il soit mort. »« Bah oui, c'est vrai, et puis ?» demanda Lloyd sur la défensive. « C'est tout, » répondit Devins d'une voix très douce. « En d'autres termes, vous aviez peur de Pock. Aviez-vous peur de lui ?»« Bah, pas vraiment, » commença Lloyd. « Non, » le coupa l'avocat. « En fait, vous aviez peur qu'il vous fasse la peau. »« Non, je ne crois pas que... » reprit Lloyd. « Si, terrorisé. Vous étiez terrorisé, Sylvester, » dit l'avocat. « Vous étiez en train de chier dans votre froc. » Lloyd haussa les sourcils, comme un bon garçon qui veut comprendre, mais qui a vraiment du mal à saisir ce que lui dit le professeur. « Je ne veux pas vous souffler ce que vous devez dire, Lloyd. Je ne veux pas du tout faire ça. Peut-être pensiez-vous que j'allais dire que Pock était presque tout le temps dans les vapes. »« Oh, c'est vrai, » dit Lloyd. « On était tous les 2 complètement sonnés. »« Non, pas vous, lui, » dit l'avocat. « Et il a perdu la boule quand il s'est envoyé en l'air. »« Oh putain, c'est pas con votre truc, » fit Lloyd. Dans les méandres de la mémoire de Lloyd apparut le fantôme de Pock qui criait « Youpi, youpi !» en descendant la bonne femme dans l'épicerie de Burac. « Et il a pointé plusieurs fois son arme sur vous, » dit l'avocat. « Oh non, jamais, » fit Lloyd. « Mais si, » reprit l'avocat, « vous aviez simplement oublié. En fait, il a menacé de vous tuer si vous refusiez de jouer avec lui. »« C'est que j'avais une arme, » fit Lloyd. « Je crois bien, » dit Devins en le regardant dans les yeux. « Je crois bien que si vous cherchez un peu dans votre mémoire,
vous vous souviendrez que Pock vous a dit que l'arme était chargée à blanc. Vous vous en souvenez maintenant? Oh, maintenant que vous le dites, fit Lloyd. Et quelle surprise quand vous avez vu que vous tiriez de vraies balles, n'est-ce pas? Demanda l'avocat. Oh oui, dit Lloyd, en secouant la tête vigoureusement. J'ai bien failli tomber dans les pommes. Et vous alliez tirer sur Pock quand quelqu'un d'autre l'a fait à votre place. Lloyd regarda son avocat, une lueur d'espoir dans les yeux. Monsieur Devins, dit-il avec une sincérité touchante, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Il était dans la cour ce matin-là, en train de regarder les détenus jouer au ballon, de ressasser tout ce que Devins lui avait dit, quand un énorme gaillard du nom de Matters s'approcha de lui et le prit par le cou. Le crâne de Matters, complètement rasé, brillait paisiblement dans l'air chaud du désert. « Une minute, dit Lloyd. Mon avocat a compté toutes mes dents, 17. Alors si tu... Ouais, le coupa l'homme. C'est ce que Shockley m'a raconté. Alors il m'a dit de... Et le genou de Matters fila tout droit vers l'entrejambe de Lloyd, et ce fut aussitôt une douleur fulgurante, si atroce qu'il ne put même pas hurler. Il s'effondra, en se tordant de douleur, les deux mains sur les testicules. Il avait l'impression qu'ils étaient écrasés. Autour de lui, le monde avait disparu dans un brouillard rougeâtre. Quelque temps plus tard, combien de temps au juste il ne savait pas, il parvint à lever les yeux. Matters le regardait toujours, et son crâne chauve brillait encore. Les gardiens prenaient grand soin de regarder ailleurs. Lloyd gémissait, se tordait, des larmes plein les yeux, une boule de plomb en fusion dans le ventre. « J'ai rien contre toi, dit Matters, qui paraissait sincère. C'est le boulot, tu comprends? Moi, j'espère bien que tu vas t'en tirer. Le coup de Markham, c'est une vraie saloperie. » Il s'éloigna, et Lloyd vit un gardien debout sur la plateforme de déchargement des camions, de l'autre côté de la cour. Les pouces glissés sous son ceinturon, il faisait un large sourire à Lloyd. Et lorsqu'il vit que Lloyd le regardait, le gardien leva les deux majeurs en l'air, dans un geste qui ne pouvait prêter à équivoque. Matters s'approcha du mur, et le gardien lui lança un paquet de cigarettes. Matters le glissa dans sa poche, esquissa un salut et s'éloigna. Lloyd était toujours par terre, les genoux sous le menton, les mains sur son bas-ventre, et les mots de Devins résonnaient dans sa tête. « La vie est dure, Lloyd, la vie est dure. » Oui, exact. Nick Andros tira le rideau pour regarder dans la rue. De là où il se trouvait, au premier étage de la maison qui avait été celle de John Baker, il pouvait voir le centre de Choyo sur sa gauche et la route 63 sur sa droite. La grande rue était totalement déserte. Les rideaux de fer des magasins étaient tous fermés. Un chien malade, assis au milieu de la route, tête basse, haletant, bavait une mousse blanche sur l'asphalte brûlant. 50 mètres plus loin, un autre chien, mort celui-là, gisait dans le caniveau. Derrière lui, la femme poussa un petit gémissement guttural, mais Nick ne l'entendit pas. Il referma le rideau, se frotta les yeux, puis s'approcha de la femme qui s'était réveillée. Jane Baker était emmitouflée jusqu'au cou dans ses couvertures, car elle avait eu très froid quelques heures plus tôt. Mais la sueur ruisselait maintenant sur son visage, et elle avait rejeté ses couvertures à coups de pied. Nick vit avec embarras que la sueur rendait sa chemise de nuit transparente par endroits, mais elle ne le voyait pas. Et sa semi-nudité n'avait plus d'importance, elle était en train de mourir. « Johnny, apporte la cuvette, je crois que je vais vomir, fit-elle. Nick sortit la cuvette de sous le lit et la posa à côté d'elle. La femme fit un geste brusque et la cuvette tomba par terre avec un bruit creux qu'il n'entendit pas non plus. Il la ramassa et la garda dans ses mains, observant la femme. « Johnny !» hurla-t-elle. « Je ne trouve pas ma boîte à couture, elle n'est pas dans le placard. » Il prit une carafe sur la table de nuit, remplit un verre et l'approcha de ses lèvres, mais elle fit de nouveau un geste convulsif et le verre faillit lui échapper. Il le reposa sur la table à portée de sa main. Il n'avait jamais été aussi amèrement conscient de son handicap que depuis ces 2 derniers jours. Le pasteur Bryceman était avec elle le 23 quand Nick était arrivé. Il lui lisait la Bible dans le salon, mais il avait l'air nerveux et pressé de s'en aller. Nick pouvait comprendre pourquoi. La fièvre lui avait donné un teint rose de petite fille qui n'allait pas du tout avec son deuil récent. Peut-être le pasteur craignait-il qu'elle ne lui fasse des avances, mais plus probablement, il avait tout simplement envie de retrouver sa famille pour filer à travers champs. Les nouvelles circulent vite dans une petite ville, et d'autres avaient déjà décidé de s'en aller.
Depuis que le pasteur était sorti du salon des Baker, 48 heures plus tôt, tout avait tourné au cauchemar. Madame Baker était beaucoup plus mal, si mal que Nick crut qu'elle mourrait avant le coucher du soleil. Pire, il ne pouvait rester tout le temps avec elle. Il était allé au restaurant pour chercher le déjeuner de ses 3 prisonniers, mais Vince Hogan n'avait rien pu avaler. Il délirait. Mike Childress et Billy Warner voulaient sortir, mais Nick ne pouvait se résoudre à les libérer. Non pas qu'il eût peur, il ne croyait pas que les 2 hommes perdraient leur temps à lui régler son compte. Comme les autres, il chercherait le moyen de foutre le camp au plus vite. Mais on lui avait confié des responsabilités. Il avait fait une promesse à un homme qui maintenant était mort. Tôt ou tard, la police de l'État reprendrait les choses en main et viendrait chercher les 3 types. Il avait trouvé un 45 dans un tiroir du bureau de Baker. Après quelques instants d'hésitation, il avait mis l'étui à sa ceinture, et il s'était senti un peu ridicule quand il avait vu la grosse crosse de bois battre contre sa hanche maigre, mais le poids de l'arme était rassurant. Il avait ouvert la cellule de Vince dans l'après-midi du 23 pour lui mettre des sacs de glaçons sur le front, la poitrine et le cou. Vince avait ouvert les yeux, mais avait lancé à Nick un regard rempli d'une telle détresse silencieuse que Nick aurait voulu pouvoir lui dire quelque chose, comme il aurait voulu maintenant pouvoir parler à Madame Baker 2 jours plus tard. N'importe quoi qui puisse réconforter un instant cet homme. Ça ira, ou je crois que la fièvre baisse, quelques mots auraient suffi. Pendant qu'il s'occupait de Vince, Billy et Mike n'avaient cessé de hurler. Leurs cris ne le dérangeaient pas lorsqu'il leur tournait le dos pour s'occuper du malade, mais chaque fois qu'il relevait la tête, il voyait leur visage terrorisé, leurs lèvres qui formaient des mots, toujours les mêmes. « Laisse-nous sortir, s'il te plaît !» Nick faisait bien attention à ne pas s'approcher d'eux. Il était encore jeune, mais il connaissait suffisamment la vie pour savoir que la panique rend les gens dangereux. L'après-midi du 23, il avait fait la navette entre la prison et la maison des Baker, dans des rues pratiquement désertes, s'attendant toujours à trouver Vince Hogan mort à un bout ou Jane Baker à l'autre. Il avait cherché la voiture du docteur Soames sans la trouver. Quelques commerces étaient encore ouverts, comme la station-service Texaco, mais il était de plus en plus convaincu que la ville se vidait. Les gens s'enfonçaient dans les bois, prenaient des routes forestières, pataugeaient même dans la rivière, qui continuait vers Smackover, puis vers Mount Holly. D'autres allaient partir quand il ferait nuit, pensa Nick. Le soleil venait de se coucher lorsqu'il était arrivé chez les Baker. Jane était en train de faire du thé dans la cuisine. Elle tenait à peine sur ses jambes. Elle sourit à Nick. Il vit aussitôt qu'elle n'avait plus de fièvre. « Je veux vous remercier de vous être occupé de moi, dit-elle d'une voix calme. « Je me sens beaucoup mieux. Vous prendrez un peu de thé ?» Puis elle avait éclaté en sanglots. Il s'était approché d'elle, craignant qu'elle ne s'évanouisse et qu'elle ne se brûle en tombant sur la cuisinière. Elle avait pris son bras pour retrouver son équilibre, avait collé sa tête contre la sienne, ses cheveux noirs en cascade sur sa robe de chambre bleue. « Johnny !» avait-elle dit dans la cuisine, où l'obscurité se faisait de plus en plus épaisse. « Mon pauvre Johnny !» S'il avait pu parler, mais il ne pouvait que la tenir, la conduire vers la table et la faire s'asseoir sur une chaise. « Le thé !» fit-elle. Il fit signe qu'il allait s'en occuper. « Je me sens mieux, reprit-elle, beaucoup mieux, c'est seulement que... » Et elle se cacha la figure dans ses mains. Nick prépara le thé et posa la théière sur la table. Ils burent un moment en silence. La jeune femme tenait sa tasse à 2 mains, comme un enfant. Finalement, elle la reposa. « Nick, y en a-t-il beaucoup qui ont attrapé ça en ville ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » écrivit Nick. « C'est très grave. »« Vous avez vu le docteur ?»« Pas depuis ce matin, » écrivit-il. « Ambrose va se tuer s'il ne fait pas attention, » dit-elle. « Vous croyez qu'il va faire attention, Nick? Qu'il va se ménager ?» Nick essaya de sourire. « Et les prisonniers de John, on est venu les chercher ?» Nick écrivit. « Non, Hogan est très malade, je fais ce que je peux. Les autres veulent que je les laisse sortir pour qu'ils n'attrapent pas la maladie de Hogan. »« Ne les laissez pas sortir, dit-elle. J'espère que vous n'y pensez pas. » Nick écrivit. « Non, et vous devriez vous recoucher, vous avez besoin de repos. » Elle lui sourit. Lorsqu'elle bougea la tête, Nick vit sous son menton des taches noires qui l'inquiétèrent beaucoup. « Oui, fit-elle, je vais faire le tour du cadran au lit. J'ai l'impression que ce n'est pas bien de dormir. John vient de mourir, et j'ai du mal à le croire, comme si j'oubliais qu'il était mort. » Il lui serra la main, elle lui fit un pauvre sourire. « La vie recommencera peut-être comme avant, continua-t-elle. Avez-vous apporté le dîner aux prisonniers, Nick ?» Il fit signe que non. « Vous devriez.
Prenez la voiture de John, si vous voulez. Nick écrivit. Je ne sais pas conduire, mais merci quand même. Je vais à pied au restaurant, ce n'est pas loin. Je reviens demain matin, si ça ne vous dérange pas. Oh non, pas du tout, dit-elle. À demain, Nick. Il se leva et montra la théière d'un air sévère. Oui, jusqu'à la dernière goutte, promit-elle. Il était presque à la porte lorsqu'il sentit sa main effleurer son bras. J'espère qu'ils ont emmené John au cimetière. Est-ce que vous croyez qu'ils l'ont enterré? Nick fit signe que oui. Elle se remit à sangloter et 2 larmes coulèrent sur ses joues. Quand il l'avait quitté ce soir-là, il s'était rendu directement au restaurant. Un écriteau fermé était accroché sur la porte. Il avait fait le tour pour rentrer par derrière, mais la porte de service était fermée à clé. Personne ne répondit quand il frappa. Compte tenu des circonstances, il se crut autorisé à forcer la porte. Il y avait suffisamment d'argent dans la petite caisse du shérif Baker pour payer les dégâts. Il cassa la vitre, glissa la main à l'intérieur et tourna la poignée. La salle était sinistre, même avec toutes les lumières allumées. Le jukebox était éteint. Personne à la table de billard, personne devant les jeux électroniques, personne aux tables, personne sur les tabourets. Nick prépara quelques hamburgers dans la cuisine et les mit dans un sac de papier. Puis il prit une bouteille de lait et la moitié d'une tarte aux pommes qui traînait sous une cloche de plastique sur le comptoir. Il revint ensuite à la prison, après avoir laissé un billet sur le comptoir pour expliquer ce qui s'était passé. Vince Hogan était mort. Il était allongé par terre dans sa cellule au milieu d'une flaque d'eau, les glaçons qui avaient fini par fondre. Dans son agonie, il s'était griffé le cou, comme s'il avait voulu desserrer l'étreinte d'un étrangleur invisible. Le bout de ses doigts était taché de sang, des mouches bourdonnaient autour de lui, son cou était noir et enflé, comme une chambre à air trop gonflée, sur le point d'éclater. « Alors, tu vas nous laisser sortir, maintenant » hurlait Mike Childress. « Il est mort, connard de muet. T'es content? T'as eu ce que tu voulais? Et lui aussi, il est malade. » Billy Warner avait l'air terrorisé. Des plaques rouges lui couvraient le cou et les joues. La manche de sa chemise dont il s'était servi pour s'essuyer le nez était raide de morve sèche. « Non, c'est pas vrai » hurlait Billy d'une voix hystérique. « C'est pas vrai, sale menteur. Non, c'est pas... » Mais tout à coup, il se cassa en deux, secoué par une terrible quinte de toux, qui lui fit projeter autour de lui une véritable pluie de salive et de mucosité. « Alors tu vois, dit Mike, hein? T'es content, sale petit con? Allez, laisse-moi sortir. Tu peux le garder si tu veux, mais pas moi. À moins que tu veuilles me faire crever. C'est ça peut-être que tu veux. Tu veux me faire crever. » Quand Nick secoua la tête, Mike piqua une crise. Il se lança tête baissée contre les barreaux de sa cellule et se mit à cogner dessus avec le front en regardant fixement Nick, les yeux hagards. Le sang coulait sur son visage, sur ses mains. Nick attendit qu'il se fatigue, puis il donna à manger aux 2 prisonniers en poussant la nourriture sous les grilles des cellules avec le manche à balai. Billy Warner le regarda d'un air absent pendant quelques instants, puis se mit à manger. Mike lança son verre de lait contre les barreaux. Le verre explosa, éclaboussant toute la cellule. Puis il flanqua ses 2 hamburgers contre les murs couverts de graffitis. L'un d'eux resta collé au milieu d'une tache de moutarde et de ketchup, grotesque nature morte aux couleurs criardes comme un tableau de Jackson Pollock. Il sauta à pieds joints sur sa tarte et des morceaux de pommes volèrent dans tous les coins. L'assiette blanche de plastique se cassa en 2. « Je fais la grève de la faim » hurlait-il. « Bordel de merde, je ne mange plus rien. Faudra que tu me bouffes le nœud avant que j'avale quelque chose, espèce de sale connard de muet. » Nick se retourna, et aussitôt ce fut le silence. Effrayé, ne sachant plus que faire, Nick se réfugia dans le bureau. S'il avait su conduire, il les aurait emmenés lui-même à Camden, mais il ne savait pas conduire. Et il fallait s'occuper de Vince, il ne pouvait pas le laisser là, entouré de mouches. Il y avait 2 autres portes dans le bureau. La première s'ouvrait sur une penderie, l'autre sur un escalier. Nick descendit au sous-sol, où il trouva une cave qui servait de débarras. Il y faisait frais. Ça devrait suffire, se dit-il, au moins pour quelque temps. Il remonta. Mike était assis par terre. L'air maussade, il ramassait les morceaux de pommes, les essuyait, puis les mangeait. Il ne daigna pas lever les yeux. Nick prit le cadavre à bras-le-corps et essaya de le soulever. L'odeur qu'il dégageait lui retourna l'estomac, mais Vince était trop lourd. Désemparé, Nick contemplait le cadavre quand il sentit que les 2 autres le regardaient, fascinés, debout derrière leur grille. Nick devina ce qu'il pensait. Vince était un copain, un pauvre type peut-être, mais un copain quand même. Il était mort comme un rat pris au piège, mort d'une maladie qu'il ne comprenait pas, une maladie qui vous faisait gonfler comme un ballon.
Nick se demanda, et ce n'était pas la première fois de la journée, quand viendrait son tour de commencer à éternuer, d'avoir de la fièvre, de sentir son cou enflé. Il prit les deux bras de Vince Hogan et le tira hors de sa cellule. La tête de Vince bascula sur le côté, comme s'il regardait Nick, comme s'il lui disait silencieusement de faire attention, de ne pas trop le secouer. Il fallut 10 minutes à Nick pour descendre l'escalier raide avec son bonhomme. Hors d'haleine, il le déposa sur le sol de béton, sous les tubes fluorescents, puis le recouvrit avec une vieille couverture qu'il alla chercher dans la cellule de Vince. Il avait ensuite essayé de dormir, mais il n'avait trouvé le sommeil qu'aux petites heures du 24, hier. Il avait toujours beaucoup rêvé, et parfois ses rêves lui faisaient peur. C'étaient rarement des cauchemars. Mais depuis quelque temps, ses rêves se faisaient de plus en plus menaçants, lui laissant l'impression qu'il masquait quelque chose, comme si le monde normal s'était transformé en un endroit où l'on sacrifiait les bébés derrière des volets clos, où d'extraordinaires machines noires grondaient interminablement dans des caves fermées à double tour. Et naturellement, il y avait également cette terreur très personnelle, la terreur de se réveiller lui aussi avec cette chose dans son corps. Il dormit un peu et refit ce rêve qui le hantait. Le champ de maïs, une odeur chaude de choses qui poussent, l'impression de quelque chose ou de quelqu'un, de très bon et de très sûr, tout près. L'impression d'être chez lui, et puis cette terreur glacée quand il avait senti qu'on l'observait du milieu du champ de maïs. Il avait alors pensé « Maman, la belette est entrée dans le poulailler », avant de se réveiller aux premières lueurs de l'aube, trempé de sueur. Il fit chauffer de l'eau pour le café et alla voir ses deux prisonniers. Mike Childress pleurait. Derrière lui, le hamburger était toujours collé sur le mur, au milieu de sa flaque sèche de moutarde et de ketchup. « Alors, t'es content ?» dit Mike. « C'est mon tour maintenant. Hein, c'est ça que tu voulais. Tu voulais te venger. Écoute, quand je respire, on dirait un train de marchandises. » Mais Nick ne fit pas attention à lui. Comateux, Billy Warner était couché sur son lit. Son cou était noir et enflé. Sa poitrine se soulevait par à-coups. Nick se précipita dans le bureau, lança au téléphone un regard rempli de rage impuissante, l'envoya voler par terre où il resta, inutile, au bout de son fil. Il éteignit la cafetière et courut chez les Baker. Il écrasa le bouton de la sonnette pendant ce qui lui parut durer une bonne heure avant que Jane ne lui ouvre en robe de chambre. À nouveau, son visage était couvert de sueur. Elle ne délirait pas, mais son élocution était lente et pâteuse, ses lèvres étaient couvertes de cloques. « Ah, c'est vous, Nick. Entrez donc. Qu'est-ce qui se passe ?» Nick écrivit. « Vince Hogan est mort hier soir. Warner est en train de mourir, je crois. Il est très malade. Est-ce que vous avez vu le docteur Soames ?» Elle secoua la tête, frissonna dans le léger courant d'air, éternua, puis vacilla sur ses jambes. Nick la prit par les épaules et la fit s'asseoir. Il écrivit. « Est-ce que vous pouvez lui téléphoner pour moi ?»« Naturellement, dit-elle. Apportez-moi le téléphone, Nick. Je crois que j'ai fait une rechute cette nuit. » Il apporta le téléphone et elle composa le numéro du cabinet de Soames. Quand elle eut attendu plus d'une demi-minute, il comprit qu'il n'y aurait pas de réponse. Elle essaya de téléphoner chez lui, puis chez son infirmière, toujours rien. « J'essaye la police de l'État, dit-elle. » Mais elle raccrocha le téléphone dès le premier chiffre. L'interurbain était toujours en dérangement. « Dès que je fais le 1, j'entends le signal de dérangement, dit-elle. Elle voulut lui sourire, mais elle éclata en sanglots. « Pauvre Nick, pauvre moi, pauvre tout le monde. Voulez-vous bien m'aider à monter dans ma chambre? Je me sens très faible, j'ai du mal à respirer. Je pense que je vais bientôt retrouver John. Je vais me coucher, si vous voulez bien m'aider. » Il la regarda, il aurait voulu pouvoir lui parler. Il l'aida à monter dans sa chambre. Il écrivit « Je reviens tout à l'heure. »« Merci, Nick, dit-elle. Vous êtes gentil. » Mais elle s'endormait déjà. Nick sortit et s'arrêta devant la porte. Que faire maintenant? Si au moins il savait conduire. Mais une bicyclette d'enfant était couchée sur la pelouse de la maison d'en face. Il s'approcha, regarda la maison dont les stores étaient tous fermés, tellement semblable aux maisons de ses rêves confus. Il frappa à la porte plusieurs fois, pas de réponse. Il revint à la bicyclette. Elle était petite, mais il pouvait quand même pédaler en se cognant les genoux contre le guidon. Il aurait l'air ridicule, bien sûr, mais restait-il quelqu'un à Choyo pour le voir passer? Et s'il restait encore quelqu'un, peu de chance qu'il soit d'humeur à rire. Il enfourcha la bicyclette, pédala en zigzagant sur la grande rue, dépassa la prison, prit en direction de l'est sur la route 63, vers l'endroit où Joe Rackham avait vu des soldats déguisés en ouvriers.
S'ils étaient encore là, et s'ils étaient vraiment des soldats, Nick leur demanderait de s'occuper de Billy Warner et de Mike Childress. À condition que Billy soit encore vivant, naturellement. Si ces hommes avaient mis Shoyo en quarantaine, ils devaient sûrement s'occuper des malades. Il lui fallut 1 heure pour pédaler jusqu'au chantier, en zigzagant en travers de la route. Ses genoux cognaient contre le guidon avec une régularité monotone. Mais quand il arriva, il n'y avait plus de soldats, plus d'ouvriers, plus personne. Il restait cependant quelques feux clignotants sur le bas-côté et 2 barrières oranges. La route était coupée, mais Nick pensa qu'elle serait encore praticable, à condition de ne pas trop craindre pour les amortisseurs. Il aperçut du coin de l'œil une ombre noire. Au même instant, le vent se leva un peu, à peine un léger souffle, mais suffisant pour apporter à ses narines une odeur riche et écœurante de décomposition. L'ombre était un nuage de mouches qui se formait et se reformait constamment. Nick descendit de sa bicyclette et s'avança jusqu'au fossé de l'autre côté de la route. À côté d'une canalisation en tôle ondulée, toute neuve, gisaient les cadavres de 4 hommes. Leurs cous et leurs visages enflés étaient noirs. Nick ne vit pas s'ils étaient des soldats ou non. Il ne s'approcha pas davantage. Il se dit qu'il allait reprendre la bicyclette, qu'il n'y avait rien à craindre ici, qu'ils étaient morts, et que les morts ne font mal à personne. Pourtant, il n'avait pas fait 10 mètres qu'il courait à toutes jambes, et quand il remonta sur sa bicyclette, c'est dans un état de panique totale qu'il reprit le chemin de Shoyo. À l'entrée de la ville, il heurta une grosse pierre et fit la pirouette par-dessus son guidon, se cogna la tête et s'érafla les mains. Il resta là, accroupi, en plein milieu de la rue, tremblant de la tête aux pieds. Ce matin-là, hier matin, Nick avait ensuite sonné et frappé aux portes pendant 1 heure et demie. Lui se sentait parfaitement bien. Il ne pouvait sûrement pas être seul. Il allait certainement trouver quelqu'un qui lui dirait « Mais oui, naturellement, on va les emmener à Camden, on va prendre notre voiture » ou quelque chose du genre. Mais on ne lui avait pas répondu 12 fois en tout et pour tout. Et quand une porte s'entr'ouvrait, un visage malade, mais encore plein d'espoir, apparaissait derrière la porte, apercevait Nick, et l'espoir s'en allait. Le visage lui faisait signe que non, et la porte se refermait. Si Nick avait pu parler, il leur aurait dit que s'il était encore capable de marcher, il pouvait conduire, que s'ils emmenaient ces prisonniers à Camden, ils y trouveraient un hôpital où se faire soigner, qu'on s'occuperait d'eux, qu'on les guérirait, mais il ne pouvait pas parler. Certains lui demandèrent s'ils avaient vu le docteur Soames. Un homme, fou furieux, ouvrit d'un seul coup la porte de sa petite maison. En caleçon, il sortit en titubant sur la véranda et voulut empoigner Nick. Il disait qu'il allait lui faire ce que j'aurais dû te faire à Houston. Apparemment, il prenait Nick pour un certain Jenner. L'homme avait fait quelques pas en trébuchant, poursuivant Nick comme un zombie dans un mauvais film d'horreur. Son bas-ventre était horriblement gonflé, comme s'il s'était fourré un melon dans son caleçon. Finalement, le cœur battant, Nick le vit s'effondrer par terre. À bout de force, l'homme brandit encore le poing, puis rentra en rampant, sans même refermer la porte derrière lui. Mais la plupart des maisons étaient plongées dans le silence et le mystère. Nick dut finalement se rendre à l'évidence. Une évidence qui l'envahissait comme dans un rêve, une idée qui lui disait maintenant qu'il frappait à la porte de tombe, qu'il réveillait les morts, que tôt ou tard les cadavres allaient lui répondre. Même s'il se disait que la plupart des maisons étaient sûrement vides, que leurs occupants s'étaient déjà enfuis à Camden, à Eldorado ou à Texarkana. Il revint chez les Baker. Jane Baker dormait profondément. Son front était froid, mais cette fois, Nick n'avait plus beaucoup d'espoir. Il était midi maintenant. Nick revint au restaurant, sentant maintenant la fatigue de la nuit précédente. Il s'était fait très mal en tombant de sa bicyclette. Le 45 de Baker battait contre sa hanche. Arrivé au restaurant, il fit chauffer de la soupe et remplit des thermos. Le lait avait l'air d'être encore bon. Il en prit une bouteille dans le réfrigérateur et retourna à la prison. Billy Warner était mort. Lorsque Mike vit Nick entrer, il partit d'un rire hystérique en le montrant du doigt. « Jamais 203, hein? Tu t'es bien vengé !» Nick poussa un thermos de soupe sous la grille avec le manche à balai, puis un grand verre de lait. Mike se mit à boire sa soupe, à même le thermos à petites gorgées. Nick alla chercher le sien, puis s'assit dans le couloir. Tout à l'heure, il allait descendre Billy à la cave, mais pour le moment, il fallait manger, il avait faim. Et il commença à avaler sa soupe en observant Mike. « Tu te demandes si je vais bien ?» dit Mike. Nick fit signe que oui. « Bah, c'est comme ce matin, quand t'es parti. J'ai dû cracher 1 kilo de morve. Ma maman me disait toujours que quand on crache de la morve comme ça, c'est qu'on va mieux. Ce n'est peut-être pas trop grave. Qu'est-ce que t'en penses ?»
Nick haussa les épaules, tout était possible. « Je suis costaud, tu sais, reprit Mike. Moi, je crois que c'est rien, je vais m'en tirer. Écoute, mon vieux, laisse-moi sortir, s'il te plaît, je t'en supplie même. Nick réfléchissait. Mais merde, t'as ton pistolet, et moi j'ai envie de rien te faire. Je veux seulement foutre le camp, et je veux d'abord voir ma femme. Nick montra la main gauche de Mike, où il n'y avait aucune alliance. Ouais, on est divorcés, mais elle est encore par ici, sur Ridge Road. J'aimerais la voir. Hein, qu'est-ce que t'en dis, mon pote? Donne-moi une chance, ne me laisse pas enfermer dans ce trou. Mike pleurait. Nick se leva lentement, revint au bureau et ouvrit le tiroir. Le type avait raison, personne n'allait venir les sortir de ce merdier. Il prit le trousseau de clés et revint. Il détacha la clé que John Baker lui avait montrée, celle avec une étiquette blanche, et il la lança à Mike à travers les barreaux. « Merci, balbutia Mike. « Merci, je regrette bien qu'on t'ait cassé la gueule. Je te jure, c'était l'idée de Ray. Moi et Vince, on a essayé de l'arrêter, mais il perd complètement la boule quand il a un verre dans le nez. » Il tourna la clé dans la serrure. Nick recula, la main sur la croche du pistolet. La grille s'ouvrit et Mike sortit. « Je suis sérieux, dit Mike. Tout ce que je veux, c'est foutre le camp d'ici. » Il passa en biais devant Nick, un sourire nerveux sur les lèvres, puis il fonça vers la porte qui donnait sur le bureau. Nick n'eut que le temps de la voir se refermer derrière lui. Il sortit à son tour. Mike était debout sur le trottoir, la main sur un parc-mètre. La rue était totalement déserte. « Nom de Dieu !» murmura-t-il en se tournant vers Nick. « Tous ?» Nick fit signe que oui, la main toujours sur la crosse de son pistolet. Mike allait dire quelque chose quand une quinte de toux l'en empêcha. Il s'essuya les lèvres. « Moi, je fous le camp, dit Mike. Et toi, comme t'es pas con, tu vas sûrement faire pareil. C'est la peste, ce truc-là. » Nick haussa les épaules et Mike commença à s'éloigner. Il marchait de plus en plus vite, il courait presque. Nick le regarda disparaître, puis rentra dans le bureau. Il n'allait plus jamais revoir Mike. Il se sentait le cœur léger, sûr tout à coup qu'il avait fait ce qu'il fallait. Il s'allongea sur son lit et s'endormit presque aussitôt. Nick dormit tout l'après-midi, puis se réveilla trempé de sueur, mais reposé. Il y avait de l'orage. Nick ne pouvait entendre le tonnerre, mais il voyait des éclairs bleutés dans le lointain. À la tombée de la nuit, il redescendit la grande rue et s'arrêta devant un magasin, Poly Radio-Télévision. Comme au restaurant, il força la porte, laissa un mot près de la caisse et revint à la prison avec un petit téléviseur Sony. Il l'alluma et chercha un poste. Sur la station locale de CBS, un message. « Difficultés techniques, nos émissions reprendront dans quelques instants. » ABC diffusait une émission de variété et NBC donnait en reprise un épisode d'une série, une fille un peu bizarre qui essayait de devenir mécanicienne de stock cars. La station de Texarkana, une station indépendante qui passait surtout de vieux films, des jeux et des émissions religieuses complètement dingues, n'émettait pas. Nick ferma le téléviseur et repartit au restaurant où il prépara de la soupe et des sandwichs pour 2 personnes. Les lampadaires s'allumèrent tout à coup, projetant des 2 côtés de la grande rue des taches de lumière blanche. Nick mit les sandwichs et les thermos de soupe dans un grand sac, et alors qu'il s'approchait de la maison de Jane Baker, 3 ou 4 chiens, manifestement affamés, s'avancèrent vers lui, attirés par l'odeur de la nourriture. Nick sortit son 45, mais il fallut qu'un chien se rue sur lui pour qu'il se décide à tirer. Il pressa la détente, et la balle ricocha sur le ciment 1 mètre devant lui, laissant une trace argentée de plomb. Il n'entendit pas la détonation, mais sentit une vibration assourdie. Les chiens détalèrent. Jane dormait. Ses joues et son front étaient brûlants. Sa respiration était lente et laborieuse, elle semblait épuisée. Nick prit une serviette de toilette, l'imbiba d'eau froide et lui essuya le visage. Il laissa de la soupe et des sandwichs sur la table de nuit, puis descendit dans le salon et ouvrit la télévision des Baker, un énorme mastodonte en faux noyer. De toute la nuit, rien sur CBS. NBC diffusait sa programmation normale, et sur la chaîne ABC, l'image était constamment brouillée. L'écran se couvrait de points blancs, puis tout d'un coup redevenait normal. La chaîne ne diffusait que de vieux programmes, comme s'il ne recevait plus les émissions du réseau. Mais aucune importance, Nick attendait les informations. Quand ce fut l'heure, il crut d'abord ne pas bien comprendre. L'épidémie de supergrippe, comme on l'appelait maintenant, était la nouvelle du jour, mais les journalistes des 2 chaînes prétendaient qu'on était sur le point de la maîtriser.
Le centre épidémiologique d'Atlanta avait mis au point un vaccin qui serait à la disposition des médecins dans moins d'une semaine. L'épidémie semblait particulièrement virulente à New York et à San Francisco, ainsi qu'à Los Angeles et jusqu'à Londres. Mais la situation n'avait rien d'alarmant. Dans certaines localités, les rassemblements publics étaient temporairement interdits. À Choyo, pensa Nick, c'est toute la ville qui est interdite. De qui se moque-t-on ? Et pour conclure, le présentateur précisait que les déplacements à destination de la plupart des grandes villes étaient encore réglementés, mais que ces mesures seraient levées dès que le vaccin aurait été distribué. Puis il enchaîna sur un accident d'avion dans le Michigan et sur les réactions des députés à propos de la récente décision prise par la Cour suprême au sujet des droits des homosexuels. Nick ferma la télévision et sortit sur la véranda des Baker. Il s'assit sur un fauteuil à bascule. Le balancement l'apaisait et il ne pouvait entendre le fauteuil grincer. Nick regardait les lucioles danser dans le noir. À l'horizon, des éclairs illuminaient les nuages, comme s'ils avaient été remplis de lucioles, de monstrueuses lucioles de la taille d'un dinosaure. La nuit était poisseuse, étouffante. Comme Nick ne pouvait que regarder l'image à la télévision, il avait remarqué quelque chose dans le journal télévisé que d'autres n'auraient sans doute pas vu. Aucun reportage filmé, pas un seul. Aucun résultat de baseball, mais peut-être n'y avait-il pas de match ce jour-là. Un vague bulletin météo, mais pas de carte avec les hautes et les basses pressions, comme si la météorologie nationale l'avait fermé boutique. Et Nick était persuadé que c'était exactement ce qui s'était passé. Les deux présentateurs avaient l'air nerveux, mal à l'aise. L'un d'eux était enrhumé, il avait toussé une fois dans le micro et s'était excusé. Les deux présentateurs n'avaient cessé de regarder à gauche et à droite de la caméra, comme s'il y avait quelqu'un dans le studio avec eux, quelqu'un qui surveillait ce qu'ils étaient en train de dire. C'était la nuit du 24 juin. Nick dormit mal sur la véranda des Baker et fit des rêves terribles. Et maintenant, le lendemain, dans l'après-midi, il assistait à la mort de Jane Baker, cette femme si gentille, sans pouvoir dire un seul mot pour la réconforter. Elle lui tirait la main. Nick tourna les yeux vers son visage hagard. Sa peau était sèche, la sueur s'était évaporée, mais il savait qu'il n'y avait pas d'espoir, elle n'en avait plus pour longtemps. Il avait appris à reconnaître les signes. « Nick, dit-elle en lui serrant la main, je voudrais dire encore merci. Personne ne veut mourir tout seul. » Il secoua la tête violemment, et elle comprit que c'était pour lui dire qu'elle n'allait pas mourir. « Mais si, je suis en train de mourir, mais ça n'a plus d'importance. Il y a une robe dans ce placard, Nick, une robe blanche. » Une quinte de toux l'interrompit. « Avec de la dentelle. C'est celle que j'avais dans le train quand on a fait notre voyage de noces. Elle me va encore, je crois. Elle sera peut-être un peu grande maintenant. J'ai maigri, mais ça n'a pas d'importance. J'ai toujours aimé cette robe. Nous étions allés au lac Pontchartrain, John et moi. Les 2 semaines les plus heureuses de ma vie. J'ai toujours été très heureuse avec John. Vous vous souviendrez, la robe, hein, Nick? Je veux être enterré avec elle. Ça ne vous dérangera pas trop de m'habiller. » Nick avala sa salive et secoua la tête, les yeux fixés sur le couvre-lit. Peut-être sentit-elle qu'il était triste et mal à l'aise, car elle ne reparla plus de sa robe. Elle se mit à bavarder de tout et de rien, presque comme si elle faisait la coquette. Ce concours de récitation qu'elle avait gagné au lycée, et le jour de la finale, pour tous les lycéens et collèges de l'Arkansas, sa jupe s'était dégrafée et était tombée sur ses souliers au moment crucial du poème qu'elle récitait. Sa sœur, partie au Vietnam avec une mission baptiste et qui était revenue avec 3 enfants adoptifs. L'excursion qu'elle avait faite avec John quand ils étaient partis camper 3 ans plus tôt. Un ours très désagréable les avait forcés à rester perchés dans un arbre toute la journée. « Alors, on s'est assis sur une branche et on s'est embrassés, disait-elle d'une voix endormie, comme 2 amoureux sur un balcon. Mon Dieu, John était tout excité quand nous sommes redescendus. Nous étions amoureux, très amoureux. J'ai toujours cru que c'était l'amour qui faisait marcher le monde, la seule chose qui nous permet de rester debout quand tout semble vouloir nous faire tomber, nous mettre par terre, nous faire ramper. Nous étions tellement amoureux. » Elle s'endormit. Il la réveilla en tirant les rideaux, ou peut-être simplement en faisant grincer le plancher. Elle délirait. « John !» hurlait-elle, d'une voix étouffée par les glaires. « Oh, John, je n'arriverai jamais à changer de vitesse. John, il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides. »
et ses mots s'éteignirent en un long souffle octant qu'il ne pouvait entendre, mais qu'il sentit quand même. Un mince filet de sang noir sortait de l'une de ses narines. Sa tête retomba sur l'oreiller et bascula d'un côté, puis de l'autre, une fois, deux fois, trois fois, comme si Jane Baker refusait de répondre à une terrible question. Puis elle cessa de bouger. Timidement, Nick posa la main sur son cou, sur son poignet, entre ses seins. Il ne sentait plus rien. Elle était morte. Sur la table de chevet, le réveil faisait tic-tac. Ni lui ni elle ne pouvaient l'entendre. La tête sur les genoux, Nick pleura un peu, à sa manière à lui, sans un bruit. « Ça fait du bien de pleurer un petit coup », lui avait dit Rudy un jour. « Ça fait du bien dans ce monde de merde. » Il savait ce qui allait venir ensuite, mais il ne voulait pas le faire. Ce n'était pas juste, criait une partie de lui-même. Ce n'était pas à lui de le faire. Mais comme il n'y avait personne d'autre, peut-être personne à des kilomètres à la ronde, il fallait bien qu'il s'en charge. Ou bien la laisser pourrir, et il ne pouvait pas faire ça. Elle avait été si gentille avec lui, et les gens qui l'avaient aidé dans sa vie n'étaient pas si nombreux. Il fallait s'y mettre. Plus il attendait les bras croisés, plus ce serait difficile. Il savait où se trouvaient les pompes funèbres, 3 rues plus loin, sur la grande rue. Et il devait faire chaud dehors. Il se leva, s'avança vers la penderie, espérant que la robe blanche, la robe de la lune de miel, n'allait être qu'une invention de son délire. Mais elle était là. Un peu jaunie par les ans, mais c'était celle-là, il le savait. Elle avait de la dentelle. Il la décrocha et l'étendit au pied du lit. Il regardait la robe, regardait la femme. Elle était beaucoup trop grande maintenant, pensa-t-il. Elle ne se rendait pas compte que cette saloperie l'avait vraiment esquintée. Et c'est aussi bien comme ça. Après quelques hésitations, il commença à lui ôter sa chemise de nuit. Mais quand il l'eut retirée et qu'il vit ce corps nu devant lui, sa peur l'abandonna, et il ne sentit plus que de la pitié, une pitié si profonde qu'elle lui faisait mal. Il pleura encore quand il lava le corps, l'habilla comme elle était habillée lorsqu'elle était partie en voyage de noces, et quand il eut terminé, il la prit dans ses bras et sortit avec elle dans la rue. Jane Baker dans ses dentelles, oh oui, dans ses dentelles. Il la porta comme le marié porte sa jeune épouse dans ses bras,